L'histoire s'intitule L'aventure du tombeau égyptien. Parmi les nombreuses aventures auxquelles j'ai pris part avec Poirot, la plus sensationnelle et certainement la plus dramatique de toutes fut celle qui nous entraîna à enquêter sur une insolite succession de morts survenue à la suite de la découverte et de l'ouverture du tombeau du roi Méner-Ra. Peu après la découverte de l'hypogée de Toutankhamon par Lord Carnarvon, Sir John Willard et M. Blainer de New York, poursuivant leurs fouilles non loin du Caire, à proximité des pyramides de Gizeh, arrivèrent par hasard à une série de chambres mortuaires. Cette nouvelle affaire intéressa les experts au plus haut point. Cette sépulture était celle de Méner-Ra, l'un des rois obscurs de la 8e dynastie, période de la décadence du vieux royaume, dont on ne savait presque rien. La découverte fut longuement commentée par les journaux. Un événement qui suivit, peu après, frappa profondément l'esprit du public. Sir John Willard mourut brusquement d'un arrêt du cœur. Les journaux à sensation saisirent immédiatement l'occasion pour rappeler les vieilles superstitions touchant la malédiction attachée à certains trésors égyptiens. L'écho, déjà usé, de la momie maléfique du British Museum fut ressorti avec des détails nouveaux et piquants. Bien que le musée continuât à le démentir, il connut sa vogue habituelle. 2 semaines plus tard, M. Blainer succomba à un empoisonnement aigu du sang. Et quelques jours plus tard, à New York, un de ses neveux se tira une balle dans la tête. La malédiction de Ménéra était la conversation du jour, et le pouvoir magique de l'Égypte morte fut élevé jusqu'aux limites d'un culte. C'est à ce moment que Poirot reçut un court billet de Lady Willard, veuve de l'archéologue récemment décédé, le priant de lui rendre visite chez elle à Kensington Square. J'accompagnai mon ami. Lady Willard portait le grand deuil. Son visage aux traits tirés témoignait avec éloquence de sa récente douleur. « C'est très aimable à vous d'être venu si promptement, monsieur Poirot. Je suis à votre service, Lady Willard. Vous désiriez me consulter? Je n'ignore pas que vous êtes détective, mais ce n'est pas seulement dans cette qualité que je souhaite votre aide. Je sais que vous êtes un homme à l'esprit original, possédant de l'imagination et de l'expérience du monde, monsieur Poirot. Que pensez-vous du surnaturel? » Poirot hésita. Il réfléchit longuement avant de répondre. « Parlons net, Lady Willard. Ce n'est pas une question d'ordre général que vous me posez. Elle vise une personne en particulier, n'est-ce pas? Vous faites allusion à votre défunt mari. » « Effectivement. Vous voulez que j'enquête sur les circonstances de sa mort? Je veux que vous vérifiez, pour moi, jusqu'à quel point les racontards des journaux se basent sur des faits réels. 3 morts, monsieur Poirot. Chacune explicable si on la considère séparément, mais qui, jointes aux autres, offrent une coïncidence à peine croyable, et toutes les 3 survenues dans le mois qui suit l'ouverture de la tombe. Peut-être n'est-ce que pure superstition, peut-être est-ce l'effet de quelque puissante malédiction venant du passé, et qui agirait sur le présent d'une façon que la science moderne ne soupçonne pas. Pourtant, la réalité, ce sont ces 3 morts, et j'ai peur, monsieur Poirot, terriblement peur. Il se peut que ce ne soit pas fini. Pour qui êtes-vous inquiète? Pour mon fils. Lorsque la nouvelle de la mort de mon mari me parvint, j'étais malade. Mon fils, qui arrivait juste d'Oxford, se rendit sur place. Il ramena le corps. Mais il retournait là-bas en dépit de mes prières et supplications. Il est tellement fasciné par ce travail qu'il a l'intention de prendre la place de son père et de continuer sa méthode de fouille. Vous me prenez peut-être pour une femme insensée, facilement impressionnable. Mais j'ai peur, monsieur Poirot. Supposons que l'esprit du roi mort ne soit pas encore apaisé. Vous estimez sans doute que je raconte des bêtises. Pas du tout, Lady Willard, l'interrompit vivement Poirot. Moi aussi je crois au pouvoir de la superstition, l'une des plus grandes influences que le monde ait jamais connues. Je l'observai étonné. Jamais je n'aurais pensé que Poirot fût superstitieux. Le petit homme avait néanmoins l'air profondément sincère. En somme, ce que vous attendez de moi, c'est que je protège votre fils. Je ferai tout mon possible pour éviter qu'il lui arrive malheur. Dans des circonstances ordinaires, j'en suis persuadé, mais que pourriez-vous faire contre une puissance occulte? Dans les ouvrages du Moyen-Âge, Lady Willard, vous trouverez divers moyens de neutraliser la magie noire. Peut-être était-il plus savant que nous à l'époque, malgré notre science, dont nous nous vantons.
À présent, venons-en au fait, afin que je puisse m'orienter. Votre mari a toujours été un égyptologue convaincu, n'est-ce pas? Depuis sa jeunesse, il était en archéologie, l'une des plus grandes personnalités contemporaines. Il me semble que, pour sa part, M. Blenner n'était guère qu'un amateur. En effet, très riche, il se mêlait avec joie à toute activité qui l'intéressait. Mon mari réussit à le passionner pour l'égyptologie, et son argent fut très utile pour financer l'expédition. Et le neveu, que savez-vous de ses goûts? Se joignait-il jamais à l'expédition? Je ne pense pas. Au vrai, j'ignorais complètement son existence avant d'apprendre sa mort par les journaux. Je ne pense pas que son oncle et lui aient entretenu de grands rapports d'amitié. Monsieur Blenner n'a jamais laissé entendre qu'il avait de la famille. Quels étaient les autres membres de l'expédition? Il y a le docteur Toswell, un fonctionnaire délégué par le British Museum, Monsieur Schneider du Metropolitan Museum à New York, un jeune secrétaire américain, le docteur Ames, qui escorte l'expédition en qualité de médecin, et Hassan, le domestique profondément dévoué à mon mari. Vous souvenez-vous du nom du secrétaire américain? Harper, je crois, mais je n'en suis pas sûr. Je sais seulement qu'il n'était au service de M. Blenner que depuis peu. C'est un jeune homme très aimable. Merci, Lady Willard. S'il y a autre chose... Pour le moment, rien. Désormais, cela me regarde, et soyez assurés que j'agirai de mon mieux pour protéger votre fils. Ce n'étaient pas là des mots très convaincants, et je vis Lady Willard tressaillir. Tout de même, le fait que Poirot n'avait pas pris ses craintes à la légère lui procurait quelque soulagement. Pour ma part, je n'avais jamais soupçonné que Poirot fût d'une nature encline à la superstition. Je l'entrepris à ce sujet alors que nous rentrions chez nous. Il ne se départit pas de son air grave. Mais si, Hastings, je crois à ces choses. Vous ne devez pas sous-évaluer le pouvoir de la superstition. Qu'allons-nous faire? Toujours pratique, ce bon Hastings. Eh bien, pour commencer, nous allons nous mettre en rapport avec New York pour obtenir de plus amples détails sur la mort du jeune M. Blenner. Il envoya son message et reçut bientôt une réponse intéressante. Le jeune Rupert Blenner avait vécu dans la gêne depuis plusieurs années. Il fut un rôdeur de grève et un propre à rien dans plusieurs îles du Pacifique. Puis revint à New York il y a 2 ans pour sombrer de plus en plus dans la débauche. Je fus frappé par le fait qu'il avait réussi récemment à se procurer assez d'argent pour se rendre en Égypte. J'ai là-bas un bon ami qui pourra m'aider financièrement, avait-il déclaré avant son départ. Arrivé sur place, cependant, ses plans échouèrent. Sir John Willard mourut pendant son séjour en Égypte. Il retourna à New York, maudissant son avare d'oncle, qui se souciait plus des os des rois morts que de ses propres parents. Rupert se replongea pendant quelque temps dans sa vie de débauche, puis, sans préavis, sauta la vie, laissant derrière lui une lettre aux phrases curieuses et qui paraissait avoir été écrite dans un moment de remords. Il se disait un lépreux n'ayant plus sa place dans la société. Il terminait son billet en déclarant que, dans l'état où il était, il serait aussi bien mort. Une vague théorie me traversa l'esprit. Je n'avais jamais vraiment cru à cette histoire de vengeance de roi, mort depuis des siècles. Il devait s'agir d'un crime plus moderne. Supposons par exemple que ce jeune homme ait décidé de supprimer son oncle, choisissant de préférence l'empoisonnement. Sir John Willard absorbe le poison par erreur, le jeune homme retourne à New York, obsédé par son crime. Et, lorsqu'il apprend la mort de son oncle, il réalise à quel point son geste avait été inutile. Accablé de remords, il se tue. J'exposai à grands traits ma solution à Poirot, qui se montra intéressé. C'est ingénieux ce que vous pensez là, incontestablement ingénieux. Il est même possible que ce soit la réalité, mais vous laissez de côté le pouvoir maléfique du tombeau. Je haussai les épaules. Vous pensez encore qu'il joue un rôle dans l'affaire? Tellement, mon ami, que nous partons demain pour l'Égypte. Comment? M'écriai-je étonné. Nous nous embarquons demain? Son visage exprima d'une manière dramatique le sentiment de son héroïsme. Il ne put cependant s'empêcher de gémir. Oh, la mer! Cette abominable mer! Une semaine plus tard, nous foulions le sable du désert, alors qu'un soleil de plomb nous écrasait. Poirot, l'air malheureux au possible, se traînait à mes côtés. Le petit détective n'était pas bon voyageur.
Nos 4 jours de croisière depuis Marseille furent pour lui une longue agonie. Arrivé à Alexandrie, il n'était plus que l'ombre de lui-même, et son apparence, toujours si soignée, n'était plus qu'un souvenir. Au Caire, nous nous étions rendus directement en voiture à l'hôtel Mena House, situé à l'ombre des pyramides. Le charme de l'Égypte m'envoûtait. Mais pas Poirot. Habillé exactement de la même manière qu'à Londres, il portait dans sa poche une petite brosse à habits et faisait une guerre incessante à la poussière qui s'accumulait sur son complet sombre. Et mes chaussures, se lamentait-il. Regardez-les, Hastings. Mes chaussures vernies habituellement si élégantes. Vous voyez, le sable est entré dedans, ce qui est douloureux, et les recouvre, ce qui offense la vue. Quant à la chaleur, elle rend mes moustaches molles, mais molles. Regardez plutôt le sphinx, répliquai-je. Moi-même je suis capable de ressentir le mystère et le charme qui s'en dégagent. Poirot le contempla, amer. Il n'a pas l'air heureux. Comment le pourrait-il d'ailleurs, à semi-enterré dans le sable? Ah, ce sable maudit! Voyons, Poirot, il y a aussi beaucoup de sable en Belgique, lui rappelai-je, me souvenant des vacances passées à Noc-le-Zout, au milieu des dunes impeccables, pour reprendre l'expression du guide de la région. Pas à Bruxelles, répliqua-t-il, en examinant pensivement les pyramides. C'est vrai qu'au moins elles sont de forme solide et géométrique, mais leur surface est d'une irrégularité qui offense le goût. Quant aux palmiers, je ne les aime pas. Ils ne sont même pas plantés en rang. Je coupai court à ses lamentations, lui rappelant qu'il nous fallait nous mettre en route vers le campement. Nous devions nous y rendre à dos de chameau, et les bêtes agenouillées attendaient patiemment que nous les montions, gardés par plusieurs garçons pittoresques et un interprète expansif. Je passe sur le spectacle de Poirot, juché sur un chameau. Il commença par des gémissements et termina par des cris aigus, des gesticulations, des invocations à la Vierge Marie et à tous les saints du calendrier. Il finit par descendre de l'animal d'une manière honteuse et termina le trajet sur un âne minuscule. Je dois avouer qu'un chameau avançant au trot n'est pas une plaisanterie pour un amateur, et j'en restai courbattu pendant plusieurs jours. Nous arrivâmes finalement sur le terrain des fouilles. Un homme au visage brûlé par le soleil, caché en partie par une barbe grise, vêtu de blanc et coiffé d'un casque colonial, s'avança à notre rencontre. Monsieur Poirot et le capitaine Hastings, nous avons reçu votre câble. Je suis désolé que personne ne se soit trouvé au Caire pour vous y accueillir. Un événement imprévu a désorganisé complètement nos plans. Poirot pâlit. Sur le point de brosser son habit, il suspendit son geste. Pas une autre mort, souffla-t-il. Si. Sir Guy Willard? Criai-je. Non, capitaine Hastings. Il s'agit de mon collègue américain, M. Schneider. Cause de la mort? Demanda vivement Poirot. Tétanos. Je pâlis à mon tour. Je sentis autour de moi comme une atmosphère maudite, subtile et menaçante. Une pensée horrible me frappa. Supposons que je sois le suivant. Mon Dieu, murmura Poirot, d'une voix profonde. Je ne comprends pas, c'est affreux. Dites-moi, monsieur, il ne se fait aucun doute qu'il s'agissait bien du tétanos. Je pense. Mais le docteur Ames vous renseignera mieux que moi. Ah, bien sûr, vous n'êtes pas le docteur. Mon nom est Oswell. C'était donc l'expert britannique que Lady Willard avait cité comme fonctionnaire du British Museum. Son attitude grave et décidée me fut sympathique. Si vous voulez bien me suivre, reprit-il, je vais vous conduire jusqu'à Sir Guy Willard. Il était très anxieux d'être informé de votre arrivée. Nous le suivîmes à travers le campement, pour nous arrêter devant une tente, dont il souleva le rabat pour nous laisser entrer. Nous nous trouvâmes en face de 3 hommes assis. Monsieur Poirot et le capitaine Hastings viennent d'arriver, Sir Guy, annonça Oswald. Le plus jeune du groupe se leva vivement et s'avança pour nous saluer. Ses manières spontanées me rappelèrent sa mère, son teint moins bronzé que celui de ses compagnons, et l'expression légèrement hagarde de ses yeux le faisait paraître plus âgé que ses 22 ans. Il s'efforçait visiblement de surmonter la tension qui le rongeait. Il nous présenta ses 2 compagnons, le docteur Ames, un homme d'environ 30 ans, l'air compétent, une touche de gris aux tempes, et M. Harper, le secrétaire, jeune homme mince portant les traditionnelles lunettes à large monture de corne. Après quelques minutes de conversation d'ordre général, le secrétaire se retira, imité par le docteur Toswell.
Nous fûmes laissés seuls avec Sir Guy Willard et le docteur Ames. Je vous en prie, posez toutes les questions qui vous plaira, monsieur Poirot, déclara Willard. Nous sommes absolument stupéfaits devant cette étrange série de désastres. Mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Sa nervosité, cependant, démentait ses paroles. Je notai que Poirot l'observait attentivement. Vous prenez vraiment ce travail à cœur, Sir Guy. Je vous crois, peu importe ce qui arrive ou ce qu'il en résulte. Le travail continue. Résignez-vous à accepter cet état de choses. Poirot se tourna vers Ames. Qu'avez-vous à dire à cela, monsieur le docteur? Eh bien, répondit ce dernier d'une voix traînante, je ne suis pas non plus d'avis d'abandonner. Poirot eut une de ces grimaces expressives. Dans ce cas, évidemment, nous devons découvrir où nous en sommes. Quand a eu lieu la mort de M. Schneider? Il y a 3 jours. Vous êtes sûr qu'il était atteint du tétanos? Absolument. Il n'aurait pas pu s'agir d'un cas d'empoisonnement par la strychnine, par exemple? Non, monsieur Poirot, je vois où vous voulez en venir, mais c'était un cas très net de tétanos. N'avez-vous pas injecté immédiatement de sérum antitétanique? Certainement, répondit sèchement le médecin. Nous avons tenté l'impossible pour le sauver. Aviez-vous le sérum avec vous? Non, nous avons dû le faire venir du Caire. Y eut-il d'autres cas de tétanos dans le camp? Non, aucun. Êtes-vous certain que M. Blenner n'a pas contracté le tétanos lui aussi? Absolument. Il avait une égratignure sur le pouce qui s'infecta, et la septicémie s'ensuivit. Je dois admettre que, pour un profane, les 2 cas pourraient paraître similaires, mais croyez-moi, ils sont complètement différents. Donc nous avons eu 4 morts, chacune très distincte. Un arrêt du cœur, un empoisonnement du sang, quelqu'un s'est ôté la vie, et un tétanos. Exactement, monsieur Poirot. Êtes-vous convaincu que ces 4 morts n'ont pas un point commun entre elles? Qu'entendez-vous par là? Simplement ceci. 4 hommes auraient-ils pu commettre une même action susceptible de passer pour de l'irrespect envers l'esprit de Mener Ha? Le médecin eut l'air étonné. Vous extravaguez, monsieur Poirot. Vous ne vous êtes quand même pas laissé impressionner par toutes ces idioties. Absurdité, ni plus ni moins, grommela Willard furieux. Poirot resta impassible, fermant à demi ses yeux de chat. Alors vous ne le pensez pas, monsieur le docteur? Non, sir, non, je suis un scientifique. La science n'existait-elle donc pas au temps de l'ancienne Égypte? S'enquit doucement Poirot. Il n'attendit pas la réponse du docteur Ames, qui semblait plutôt embarrassé. Non, non, ne répondez pas. Dites-moi plutôt ce que pensent les travailleurs locaux. J'imagine que lorsque les Blancs perdent la tête, les locaux ne sont pas loin de les imiter. J'admets qu'ils commencent à s'affoler, mais sans aucun motif. C'est ce que je me demande, commenta Poirot avec réserve. Sir Guy se pencha vers lui pour clamer. Voyons, il est impossible que vous ajoutiez foi à ces... Mais enfin, c'est impensable. Cela prouverait que vous ne savez rien de l'ancienne Égypte. Pour toute réponse, Poirot sortit de sa poche un vieux volume tout déchiré. Il nous montra la couverture et je lus. La magie des Égyptiens et des Chaldéens. Puis, nous tournant le dos, il sortit de la tente à grands pas. Le docteur me regarda ébahi. Quelle est sa petite idée? La phrase si familière à Poirot me fit sourire, prononcée par un autre. Je ne sais trop. Il a certains projets pour exorciser les mauvais esprits, je crois. Je partis à la recherche de mon ami, que je trouvai conversant avec le jeune homme au long visage, qui avait été le secrétaire de M. Blainer. Non, disait M. Harper, je ne fais partie de l'expédition que depuis 6 mois. Oui, j'étais assez au courant des affaires de M. Blainer. Pouvez-vous me raconter quelque chose sur son neveu? Un jour, il est arrivé au campement, un garçon assez bien de sa personne. Je ne le connaissais pas, mais d'autres membres de l'expédition l'avaient déjà rencontré. Ames, je crois. Et Schneider. Mon patron ne fut pas du tout content de le voir. Ils n'ont pas mis longtemps à se disputer. Pas un sou, criait l'oncle. Pas un sou, ni maintenant ni à ma mort. J'ai l'intention de laisser mon argent pour la poursuite de mon œuvre. J'en ai parlé à Schneider aujourd'hui même. Le jeune Blainer repartit directement pour le Caire après cette altercation. Se trouvait-il en parfaite santé à ce moment-là? Qui? Le vieux Blainer? Non, le jeune. Il me semble qu'il a fait allusion à quelque chose qui n'allait pas, mais ça ne pouvait pas être sérieux, sinon je m'en souviendrai. Encore une chose, monsieur Blainer. A-t-il laissé un testament? Pas à ma connaissance.
Resterez-vous avec l'expédition, monsieur Harper? Oh non. Dès que j'aurai réglé mes affaires ici, je retournerai à New York. Vous pouvez rire si le cœur vous en dit, mais je ne tiens pas à être la prochaine victime de ce maudit Ménera, ce qui arrivera sûrement si je reste. En s'éloignant, Poirot lança par-dessus son épaule avec un sourire sardonique. Souvenez-vous qu'il a atteint une de ses victimes à New York. Au diable, lança Harper. Ce jeune homme a les nerfs à vif, remarqua pensivement Poirot. Absolument à vif. J'observai mon ami, mais son sourire énigmatique ne m'apprit rien. Accompagné de Sir Guy Willard et du docteur Toswell, nous visitâmes les fouilles. Les parties les plus importantes du tombeau avaient été envoyées au Caire, mais certains des accessoires encore présents nous intéressèrent vivement. Je crus détecter chez le jeune baronnet trop d'enthousiasme, une sorte d'appréhension, devant la menace muette qui planait dans l'air. Alors que nous pénétrions dans la tente qui nous avait été assignée, pour nous changer avant le repas du soir, une longue silhouette vêtue de blanc se rangea de côté pour nous laisser passer, avec un geste gracieux et un mot d'accueil murmuré en arabe. Poirot s'arrêta. « Vous êtes Hassan, le serviteur de Sir John Willard. »« J'ai servi Sir John, à présent je sers son fils. » Il s'avança d'un pas et baissa le ton pour ajouter. « On dit que vous êtes sorcier, ayant appris à se mettre en relation avec les mauvais esprits. Faites en sorte que le jeune maître parte d'ici. Le malheur plane sur nous. » D'un brusque mouvement, et sans attendre la réponse, il s'éloigna rapidement. « Du malheur dans l'air, » murmura Poirot. « Oui, je le sens. » Notre repas ne fut pas des plus gais. La parole avait été laissée au docteur Toswell, qui disserta longuement sur les antiquités égyptiennes. Comme nous allions nous retirer, Sir Guy saisit le bras de Poirot et pointa du doigt vers une vague silhouette qui rôdait autour des tentes. Elle n'avait rien d'humain. Je reconnus distinctement la forme à tête de chacal, pareille à la gravure qui ornait les murs de la tombe. Mon sang se glaça. « Mon Dieu !» souffla Poirot, se signant vivement. « Anubis, le dieu des âmes, qui quitte ce monde. »« Quelqu'un est en train de nous mystifier, » cria le docteur Toswell, en se levant indigné. « Il s'est rendu dans notre tente, Harper, » marmonna Willard, affreusement pâle. « Non, corrigea Poirot, dans celle du docteur Ames. » Le médecin le fixa incrédule, puis répétant les mots de Toswell, il s'écria. « Quelqu'un est en train de nous mystifier. Venez, nous allons attraper le farceur. » Sans hésiter, il se précipita à la recherche de l'apparition. Je l'imitai. Mais nous eûmes beau inspecter la tente et les environs, nous ne pûmes trouver trace d'aucune âme vivante. Retournant vers nos compagnons en proie à une forte émotion, nous trouvâmes Poirot prenant des mesures énergiques pour assumer sa sécurité personnelle. Il traçait fébrilement, dans le sable autour de notre tente, des diagrammes et des inscriptions variées. Je reconnus l'étoile pentacle répétée plusieurs fois. Suivant son habitude, Poirot faisait en même temps une dissertation ininterrompue sur la sorcellerie et la magie en général. La magie blanche qui s'oppose à la magie noire, avec une allusion au cas et au livre des morts. Cela eut pour effet de lui attirer le profond mépris du docteur Toswell, qui me poussa pour exploser. « Baliverne, pure baliverne. Cet homme est un imposteur. Il n'a aucune notion de la différence entre superstition du Moyen-Âge et les croyances de l'ancienne Égypte. Je n'ai jamais entendu pareil mélange d'ignorance et de crédulité. » Je calmai l'expert furieux et je rejoignis Poirot sous notre tente. Le petit détective était radieux. « À présent, nous pourrons dormir tranquille, déclara-t-il. Et je dormirai volontiers. Ma tête me fait horriblement mal. Ah, que j'aimerais avoir une bonne tisane. » Semblant répondre à sa prière, le battant de toile se souleva et Hassan apparut portant une tasse fumante, qu'il offrit à Poirot. C'était un mélange de thé et de camomille que Poirot aimait tout particulièrement. Ayant remercié Hassan et pour ma part refusé une tasse de ce breuvage, nous fûmes laissés seuls. Je restai un moment debout près de l'ouverture de la tente à contempler le désert. Un site splendide, remarquai-je, et un travail passionnant. Cette vie dans le désert, ce coup de sonde au cœur d'une civilisation disparue. Voyons, Poirot, il est impossible que vous n'en ressentiez pas l'attrait. Je n'obtins pas de réponse, et me retournai légèrement irrité. Mon exaspération se changea vite en angoisse. Poirot se tenait renversé en arrière sur sa couche,
le visage horriblement convulsé. Près de lui, je remarquai la tasse vide. Je bondis précipitamment au dehors à la recherche du docteur Ames. « Docteur Ames !» criai-je en arrivant devant sa tante. « Venez immédiatement !» « Que se passe-t-il » questionna le médecin apparaissant en pyjama. « Mon ami, il est malade, mourant. Le thé à la camomille, ne laissez pas Hassan quitter le camp. » En un éclair, le docteur arriva à notre tente, où Poirot se trouvait toujours dans la position où je l'avais laissé. « Extraordinaire » s'exclama le médecin. « Il semble avoir eu une attaque d'apoplexie, ou alors... » « Qu'avez-vous dit au sujet du breuvage ?» Il prit la tasse de thé vide. « Seulement je n'ai pas bu, » prononça dans notre dos une voix calme. Nous nous retournâmes stupéfaits. Poirot s'était redressé sur le lit et souriait. « Non, » enchaîna-t-il doucement, « je ne l'ai pas bu. » Alors que mon bon ami Hastings admirait lyriquement la nuit, j'ai choisi l'occasion pour vider la tasse. Non dans mon gosier, mais dans une petite bouteille. Cette petite bouteille ira au chimiste expert. Non, coupa-t-il à l'adresse du médecin qui esquissait un geste. En homme intelligent, vous comprendrez que la violence ne servirait à rien. Pendant l'absence d'Hastings, qui allait vous quérir, j'ai eu le temps de placer la bouteille en lieu sûr. Ah, vite, Hastings, tenez-le. J'interprétais mal l'avertissement de Poirot. Anxieux de sauver mon ami, je me jetai devant lui. Mais le mouvement vif du docteur avait un autre sens. Il porta sa main à sa bouche. Une odeur d'amande amère alourdit l'atmosphère et il s'écroula. Encore une victime, remarqua Poirot. Mais la dernière cette fois. Peut-être est-ce mieux ainsi. Il a 3 morts sur la conscience. Le docteur Ames, m'écriai-je. Mais ne croyez-vous pas à quelques influences occultes? Vous m'avez mal compris, Hastings. Je voulais dire que je crois à la puissance terrifiante de la superstition. Pour peu que vous fassiez établir fermement qu'une série de morts est surnaturelle, vous pourriez presque poignarder un homme en plein jour et l'affaire serait encore mise au compte de la malédiction. Je soupçonnais dès le début que quelqu'un tirait avantage de cette histoire. J'imagine que l'idée lui est venue au moment de la mort de Sir John Willard. Les racontars ayant trait à une soi-disant malédiction prirent aussitôt leur vol. À mon avis, personne ne pouvait tirer un profit particulier de la mort de Sir John. Pour M. Blainer, c'était différent, du fait de sa fortune. Les informations que je reçus de New York m'apportèrent plusieurs détails intéressants. Pour commencer, le jeune Blainer aurait déclaré avoir un bon ami en Égypte, capable de l'aider financièrement. On aurait pu penser qu'il faisait allusion à son oncle, et dans ce cas, il l'aurait spécifié clairement. En vérité, il ne parlait pas de son parent, mais d'un ami fidèle. Autre chose, il réunit assez d'argent pour entreprendre le voyage. Bien que son oncle ait refusé de lui avancer un sou, il trouve la somme nécessaire pour retourner à New York. Quelqu'un a donc dû lui prêter cette somme. Tout ça est assez mince, non? Il y a plus, Hastings. Il arrive assez souvent que des mots prononcés métaphoriquement soient interprétés à la lettre. Le contraire peut aussi se produire. Dans cette affaire, par exemple, le jeune Blainer écrit simplement « Je suis un lépreux » et personne n'a compris qu'il s'était donné la mort parce qu'il croyait réellement avoir contracté l'horrible maladie qu'est la lèpre. Comment a-t-il pu croire? Perfide machination d'un esprit diabolique. Le jeune Blainer souffrait d'une légère irritation de la peau. Or, il avait vécu dans les îles du Pacifique, où la lèpre existe. Ames étant un de ses vieux amis et un médecin renommé, il ne pouvait pas douter de son diagnostic, et Ames le disait lépreux. À mon arrivée ici, j'hésitais à porter mes soupçons sur Harper ou sur Ames, mais je réalisai bientôt que seul M. Ames avait connu Rupert Blainer quelques années auparavant. Sans aucun doute, le jeune garçon fit un jour un testament, ou assura sa vue en faveur du docteur, qui entrevit une chance de devenir riche. Rien de plus facile pour le médecin d'inoculer des germes mortels à M. Blainer. Le neveu arrive ensuite, et désespéré par l'horrible révélation que lui communique son ami, se donne la mort. M. Blainer, quelles qu'aient pu être ses intentions, n'avait pas rédigé de testament. Sa fortune devait passer à son neveu, et de ce dernier, au docteur. Et M. Schneider, nous ne pouvons acquérir de certitude sur son cas. N'oubliez pas d'une part qu'il connaissait le jeune Blainer. Il pouvait avoir soupçonné quelque chose. D'autre part, le médecin a peut-être pensé qu'une nouvelle mort renforcerait le climat d'angoisse superstitieuse. En outre, je vais vous révéler un fait psychologique intéressant, Hastings.
Un meurtrier a toujours un grand désir de recommencer un crime qu'il tient pour parfait. Sa réussite l'envoûte. De là mes craintes pour le jeune Willard. La forme d'Anubis que vous avez vue ce soir était Hassan, déguisé par mes ordres. Je voulais voir si je réussirais à effrayer le docteur. Mais il aurait fallu plus que le surnaturel pour l'impressionner. J'ai remarqué qu'il n'était pas complètement dupe de ma crédulité. Quant au domaine de l'occulte, ma petite comédie jouée pour lui ne l'a pas trompé. Je me doutais qu'il essaierait de faire de moi la prochaine victime. Mais en dépit de la mer maudite, la chaleur abominable et les inconvénients du sable, mes petites cellules grises fonctionnent encore. Poirot prouva avoir vu juste dans ses déductions. Quelques années plus tôt, le jeune Blainer, à la suite d'une ivresse joyeuse, avait fait un testament facétieux, laissant mon étui à cigarette, que vous admirez tant, et tout ce que je posséderai à ma mort, principalement mes dettes, à mon bon ami Robert Ames, qui me sauva un jour la vie alors que je manquais de me noyer. L'affaire fut étouffée le plus possible, et aujourd'hui encore on parle de la singulière série de morts se rattachant au tombeau de Menera, comme d'une triomphante preuve de la vengeance d'un roi disparu, contre les profanateurs de son tombeau. Une croyance qui, comme me le fit remarquer Poirot, est contraire à toute la philosophie égyptienne. Fin. L'histoire s'intitule Le mystère des Cornouailles. Madame Pengelly, annonça notre logeuse avant de se retirer discrètement. Bien des gens, qu'on ne se serait jamais attendu à voir entreprendre pareille démarche, venaient consulter Poirot. Mais à mon avis, la femme qui se tenait, l'air intimidé sur le seuil de la pièce, tripotant d'une main nerveuse son boa, était bien le genre de personne dont la visite surprenait le plus. Elle était si totalement insignifiante, maigre et terne, âgée d'une cinquantaine d'années. Elle était vêtue d'un manteau et d'une jupe garnie de soutaches, portait une chaîne en or autour du cou et un chapeau particulièrement laid surmontait ses cheveux gris. Dans une petite ville de province, on croise tous les jours dans la rue une centaine de madame Pengelly. Poirot s'avança vers elle et l'accueillit aimablement, conscient de son embarras. « Veuillez vous asseoir, madame, je vous en prie. Mon collaborateur, le capitaine Hastings. » Madame Pengelly s'assit en murmura d'une voix mal assurée. « Êtes-vous monsieur Poirot, le détective ?»« Pour vous servir, madame. » Mais l'autre visiteuse était toujours muette. Elle soupira, se tordit les mains et s'empourpra de plus en plus. « Puis-je faire quelque chose pour vous, madame ?»« Eh bien, je pensais... Enfin, voyez-vous... Continuez, madame, je vous en prie, continuez. » Madame Pengelly, ainsi encouragée, se ressaisit. « Voilà, monsieur Poirot, je ne veux pas avoir affaire à la police. Non, pour rien au monde, je n'irai trouver la police. Et cependant, quelque chose me préoccupe affreusement. Mais je ne sais pas si je devrais... » Elle se tut brusquement. « Je n'ai rien à voir avec la police, lui dit Poirot. J'enquête strictement à titre privé. » Ce dernier mot retint l'attention de madame Pengelly. « Privé, c'est ce qu'il me faut. Je ne veux pas que cela s'ébruite, ou quand on en parle dans les journaux. Ils ont une façon si ignoble de dire les choses. Après ça, la famille ne peut plus jamais marcher la tête droite. Et ce n'est pas comme si j'avais une certitude. C'est simplement une pensée horrible qui m'est venue. Mais je n'en peux plus. Je ne peux plus la chasser de mon esprit. » Elle se tut un instant pour reprendre son souffle. « Et aussi bien, je suis affreusement injuste envers ce pauvre Édouard. De tels soupçons sont ignobles de la part d'une épouse. Mais de nos jours, on lit tant d'histoires atroces de ce genre dans les journaux. Si je puis me permettre, est-ce de votre mari que vous parlez ? » ?»« Oui. Et vous le soupçonnez de... quoi au juste ? » ?»« Je n'ose même pas le dire, monsieur Poirot, mais c'est vrai qu'on raconte des histoires de ce genre dans les journaux, et c'est malheureux qui ne se doutent de rien. » Je commençais à désespérer d'entendre un jour la brave femme en venir au fait. Mais la patience de Poirot ne semblait pas se laisser entamer par la terrible épreuve qui lui était imposée. « Parlez sans crainte, madame. Pensez à la joie qui sera la vôtre si nous arrivons à prouver que vos soupçons ne sont pas justifiés. C'est vrai, tout vaut mieux que cette pénible incertitude. Oh, monsieur Poirot, j'ai l'horrible sentiment qu'on est en train de m'empoisonner. » »« Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?» Sa réticence l'abandonnant enfin,
Madame Pengele se lança dans une description détaillée de symptômes qui auraient davantage intéressé son médecin traitant. Douleur et nausées après le repas, dites-vous, murmura Poirot, d'un air songeur. Vous êtes sans doute suivie par un médecin, madame. Qu'en pense-t-il? Il dit qu'il s'agit d'une gastrite aiguë, monsieur Poirot. Mais je vois bien qu'il est perplexe. D'ailleurs, il modifie sans cesse le traitement. Mais rien n'y fait. Lui avez-vous parlé de vos craintes? Non, bien sûr, monsieur Poirot. Cela risquerait de s'ébruiter. Et peut-être s'agit-il bien d'une gastrite. N'empêche qu'il est très étrange que chaque fois qu'Edward s'absente pour le week-end, je me sente de nouveau parfaitement bien. Même Freda l'a remarqué, ma nièce, monsieur Poirot. Et puis il y a cette bouteille de désherbant qui n'a jamais servi, au dire du jardinier, mais qui est pourtant à moitié vide. Madame Pengele jeta un regard implorant à Poirot. Il lui sourit d'un air rassurant. Puis il prit un bloc-notes et un crayon. Soyons précis, madame. Vous et votre mari demeurez donc... Où habitez-vous? À Polgarwith. Une petite bourgade des Cornouailles. Vous y vivez depuis longtemps? 14 ans. Et votre famille se compose de vous-même et de votre mari, pas d'enfants? Non. Mais une nièce, avez-vous dit, je crois. Oui, Freda Stanton, la fille de l'unique sœur de mon mari. Elle a vécu avec nous ces 8 dernières années, jusqu'à il y a une semaine. Ah ah. Et que s'est-il passé il y a une semaine? Depuis quelque temps, les choses n'allaient plus très bien. Je ne sais pas ce qui lui a pris, elle est devenue grossière et impertinente, et d'une humeur épouvantable. Et pour finir, un jour, elle a piqué une terrible colère et a fait ses valises pour aller s'installer seule quelque part en ville. Je ne l'ai pas revue depuis. Il vaut mieux la laisser reprendre ses esprits. C'est ce que dit M. Radnor. Qui est M. Radnor? Madame Pengele parut de nouveau un peu gênée. Oh, c'est simplement un ami, un jeune homme très sympathique. Y a-t-il quoi que ce soit entre votre nièce et lui? Non, absolument rien, répondit madame Pengele d'un ton catégorique. Poirot changea de sujet. Vous et votre mari êtes, je présume, assez aisés. Oui, nous avons des revenus confortables. L'argent, est-ce le vôtre ou celui de votre mari? Oh, tout est à Édouard, moi je ne possède rien. Voyez-vous, madame, pour être efficace, il nous faut être brutaux. Il nous faut chercher un motif. Votre mari ne vous empoisonnerait pas juste pour passer le temps. Voyez-vous une raison particulière pour laquelle il pourrait souhaiter se débarrasser de vous? Il y a bien cette garce blonde qui travaille pour lui, dit madame Benguelet, en élevant la voix. Mon mari est dentiste, monsieur Poirot, et il s'est mis dans la tête qu'il lui fallait absolument une jolie fille coiffée court et en blouse blanche pour marquer ses rendez-vous et lui préparer ses plombages. J'ai entendu dire qu'il s'en est passé de belles, bien qu'évidemment il me jure ses grands dieux qu'il n'en est rien. Cette bouteille de désherbant, madame, qui l'a achetée? Mon mari, il y a environ 1 an. Pour en revenir à votre nièce, a-t-elle des revenus personnels? Une rente de 50 livres par an, je crois. Mais elle serait assez contente de revenir s'occuper de la maison et d'Édouard, si je le quittais. Vous avez donc envisagé de le quitter? Je n'ai pas l'intention de le laisser n'en faire qu'à sa guise. Les femmes ne sont plus les esclaves opprimés qu'elles étaient autrefois, monsieur Poirot. Je vous félicite de cet esprit d'indépendance, madame. Mais revenons-en aux choses pratiques. Comptez-vous retourner à Polgarwith aujourd'hui? Oui, je suis venu que pour la journée. Le train était à 6 heures ce matin, et il repart à 5 heures de l'après-midi. Bien. Je n'ai rien de très important à faire en ce moment, je puis donc me consacrer entièrement à cette affaire. Demain, je serai à Polgarwith. Nous pourrions dire que mon ami Hastings, que voilà, est un de vos parents éloignés, le fils de votre cousin par alliance. Quant à moi, je serai son ami étranger un peu excentrique. Entre-temps, madame, ne mangez que les aliments préparés par vous-même, ou sous votre surveillance. Vous avez une domestique en qui vous avez confiance? Jessie est une très brave fille. À demain donc, madame, et courage. Poirot raccompagna madame Pengele jusqu'à la porte et s'inclina. Puis il revint d'un air pensif à son fauteuil. Sa concentration n'était pas si grande, cependant, car il ne manqua pas de remarquer à terre 2 minuscules brins de plumes arrachés par la femme à son boa dans son agitation. Il les ramassa consciencieusement et alla les déposer dans la corbeille à papier. Que pensez-vous de cela, Hastings? Une sale histoire, dirais-je. Oui, si les soupçons de cette femme sont fondés.
Mais le sont-ils vraiment? Malheur au mari qui achète un flacon de désherbant de nos jours. Si sa femme souffre d'une gastrite et est un peu hystérique, cela suffit à mettre le feu aux poudres. Vous pensez que ce n'est rien de plus que cela? Ah, voilà. Je ne sais vraiment pas, Hastings, mais cette affaire m'intéresse. Elle m'intéresse même énormément, car voyez-vous, ce genre d'histoire n'est pas nouveau, d'où l'hypothèse de l'hystérie. Pourtant, Madame Pengele ne me donne pas l'impression d'être une hystérique. Oui, si je ne me trompe, nous nous trouvons en face d'une tragédie humaine des plus poignantes. Dites-moi, Hastings, quels sont selon vous les sentiments de Madame Pengele à l'égard de son mari? La loyauté luttant contre la peur, répondis-je. Pourtant, d'ordinaire, une femme accusera n'importe qui au monde, mais pas son mari. Elle continuera de croire en lui, contre vents et marées. L'existence de l'autre femme ne complique-t-elle pas la situation? Si, la jalousie peut très bien transformer l'affection en haine, mais la haine pousserait Madame Pengele à faire appel à la police, pas à moi. Elle chercherait à déclencher un scandale. Non, non, faisons un peu travailler notre matière grise. Pourquoi est-elle venue me trouver? Pour obtenir la preuve que ses soupçons ne sont pas fondés, ou pour s'assurer qu'ils le sont bien? Il y a quelque chose qui m'échappe, un facteur inconnu. Notre Madame Pengele ne serait-elle pas une magnifique comédienne? Non, elle était sincère, j'en jurerai. Et c'est la raison pour laquelle cette affaire m'intéresse. Regardez les horaires de train de Polgarwade, voulez-vous? Le train le plus pratique était celui qui partait de Paddington à 1h50 de l'après-midi et arrivait à Polgarwade un peu après 7 heures du soir. Le voyage fut sans histoire et je dus interrompre mon agréable petit somme pour sauter sur le quai désert de la petite gare. Nous allâmes déposer nos sacs au Duchy Hotel et après un léger repas, Poirot proposa une petite visite à ma prétendue cousine. La maison des Pengele était située un peu en retrait de la rue, dont elle était séparée par un petit jardin de curé. Une agréable odeur de giroflée et de réséda flottait dans l'air, et il semblait difficile d'associer l'idée de violence à ce charme désuet. Poirot sonna et frappa à la porte. Puis, comme personne ne répondait, il sonna de nouveau. Cette fois, au bout d'un moment, une domestique échevelée vint nous ouvrir. Elle avait les yeux rouges et reniflait bruyamment. Nous voudrions voir Madame Pengele, lui expliqua Poirot. Pouvons-nous entrer? La domestique nous dévisagea longuement, puis avec un franc-parler inhabituel chez une employée de maison, elle nous dit: Vous n'êtes donc pas au courant? Elle est morte. Ça s'est passé ce soir, il y a environ une demi-heure. Nous restâmes un moment médusés. De quoi est-elle morte? Lui demandai-je enfin. Il y en a qui pourraient le dire, répondit-elle en jetant un rapide coup d'œil par-dessus son épaule. Si c'était pas qu'il faut que quelqu'un reste dans la maison pour veiller madame. Je ferai ma valise et je partirai ce soir même. Et je ne peux pas la laisser comme ça avec personne pour la veiller. Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit, et je ne dirai rien. Mais tout le monde est au courant. Toute la ville en parle. Et si M. Radnor n'écrit pas au ministère de l'Intérieur, quelqu'un d'autre s'en chargera. Le docteur peut bien dire ce qu'il veut. Est-ce que j'ai pas vu de mes propres yeux le patron prendre le flacon de désherbant sur l'étagère ce soir même? Est-ce qu'il n'a pas sursauté quand il s'est retourné et m'a vu en train de le regarder? Et l'assiette de madame qui était sur la table, prête à lui être apportée. Pas un autre morceau de nourriture ne passera à mes lèvres tant que je serai dans cette maison, même si je dois en mourir. Où habite le médecin qui soignait votre patronne? Le docteur Adams? Au coin de la rue, dans High Street. La deuxième maison, sur la droite. Poirot se détourna brusquement. Il était très pâle. Pour une fille qui ne devait rien dire, elle s'est montrée plutôt loquace, remarquai-je. Poirot frappa la paume de sa main de son poing fermé. Un imbécile. Un criminel imbécile, voilà ce que je suis, Hastings. Je me suis vanté de pouvoir faire fonctionner ma matière grise, et j'ai perdu une vie humaine. Une vie qui était venue chercher le salut auprès de moi. Je n'aurais jamais cru qu'il arriverait quelque chose en si peu de temps. Que Dieu me pardonne. En fait, je ne pensais même pas qu'il se passerait quoi que ce soit. L'histoire de cette femme me paraissait si peu vraisemblable. Nous voilà arrivés chez le docteur. Voyons ce qu'il va nous dire. Le docteur Adams était le type même du brave médecin de campagne, au visage rougeau, qu'on décrit dans les romans. Il nous reçut poliment, mais dès que nous eûmes mentionné le but de notre visite, son visage déjà rouge devint cramoisi. Des âneries, ce sont des âneries qu'on raconte.
N'étais-je pas là pour la soigner? Une gastrite, une simple gastrite. Cette ville est un nid de commères. Toutes ces vieilles colporteuses de ragots se réunissent et inventent Dieu sait quoi. Elles passent leur temps à lire ces torchons de journaux à scandale et il faut absolument que quelqu'un de leur ville soit victime d'un empoisonnement. Elles voient un flacon de désherbant sur une étagère et hop, voilà leur imagination qui galope. Je connais Édouard Pengele. Il n'empoisonnerait pas le chien de sa belle-mère. Et pourquoi irait-il empoisonner sa femme? Pouvez-vous me le dire? Il y a peut-être une chose, docteur, que vous ne savez pas. Très rapidement, Poirot lui relata la visite de madame Pengele. On ne pouvait pas se montrer plus surpris que le brave homme. Les yeux lui sortaient presque de la tête. Bon sang de bonsoir, éructa-t-il. La pauvre femme devait être folle. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? C'était bien la première chose à faire. Pour que vous vous moquiez de ses craintes? Pas du tout, pas du tout. Je pense avoir l'esprit assez ouvert. Poirot le regarda et sourit. Le brave médecin était apparemment plus troublé qu'il ne voulait l'admettre. Quand nous eûmes quitté sa maison, Poirot éclata de rire. Il est aussi têtu qu'une mule, celui-là. Il a décrété qu'il s'agissait d'une gastrite. Il ne peut donc s'agir que d'une gastrite. N'empêche qu'il est dans ses petits souliers. Que faisons-nous à présent? Nous rentrons à l'auberge pour passer une nuit épouvantable dans l'un de vos lits de province, mon ami. La qualité de la literie en Angleterre est vraiment déplorable. Et demain, demandai-je. Rien à faire, nous n'avons plus qu'à rentrer à Londres et attendre la suite des événements. Ce n'est pas très excitant, dis-je, déçu. Et supposons qu'il n'y ait pas de suite. Il y en aura une, je vous le promets. Notre bon vieux docteur peut délivrer autant de permis d'inhumer qu'il le veut, il ne pourra pas empêcher des centaines de langues d'aller bon train. Et elles ne marcheront pas inutilement, vous pouvez me croire. Notre train partait à 11 heures le lendemain matin. Avant de nous mettre en route, Poirot exprima le désir d'aller rendre visite à Miss Freda Stanton, la nièce dont nous avait parlé la malheureuse madame Pengele. Nous trouvâmes sans trop de difficulté la maison où elle avait emménagé. En sa compagnie se trouvait un grand jeune homme brun qu'elle nous présenta, non sans quelques embarras, comme étant M. Jacob Radnor. Miss Freda Stanton était une ravissante jeune fille au type cornoyer, avec ses cheveux et ses yeux noirs et des joues roses. De ces mêmes yeux noirs brillait un éclat qui traduisait une nature qui ne devait pas faire bon, contrarié. Pauvre tante, murmura-t-elle lorsque Poirot se fut présenté et lui eut exposé la raison de sa visite. C'est affreusement triste. Depuis ce matin, je regrette de ne pas m'être montrée plus gentille et plus patiente avec elle. Tu en as pas mal supporté, Freda, intervint Radnor. Oui, Jacob, mais j'ai un fichu caractère, je le sais. Après tout, ce n'était que sottise de la part de ma tante. Après tout, j'aurais dû me contenter d'en rire et de ne pas y prêter attention. Bien sûr, cette idée que mon oncle l'empoisonnait était absurde. C'est vrai qu'elle se sentait plus mal chaque fois qu'il lui servait quelque chose à manger. Mais je suis certaine que c'était psychologique. Elle s'attendait à éprouver des malaises et elle les éprouvait. Quelle était la cause exacte de votre mésentente, mademoiselle? Miss Stanton jeta un petit coup d'œil hésitant en direction de Radnor. Celui-ci comprit aussitôt. Il faut que je me sauve, Freda. À ce soir. Au revoir, messieurs. Vous vous apprêtez à aller à la gare, je suppose. Poirot acquiesça et Radnor prit congé. Vous êtes fiancée, n'est-ce pas? Demanda Poirot à la jeune fille avec un petit sourire malicieux. Freda Stanton rougit et admit que c'était vrai. Et c'est bien pour cette raison que ma tante et moi, nous heurtions toujours. Elle n'approuvait pas ce mariage? Oh, ce n'est pas tellement ça, mais voyez-vous, elle... La jeune fille s'interrompit. Oui, lui dit Poirot d'un ton encourageant. C'est une chose horrible à dire maintenant qu'elle est morte. Mais vous ne comprendrez jamais si je ne vous explique pas la situation. Ma tante était follement amoureuse de Jacob. Vraiment? Oui, n'est-ce pas ridicule? Elle avait 50 ans passés et il n'en a même pas 30. Mais c'était ainsi. Elle était folle de lui. J'ai finalement été obligé de lui dire que c'était moi qu'il courtisait. Et elle a fait une scène terrible. Elle n'en croyait pas un mot et m'a traité de façon si grossière et injurieuse qu'il n'est pas étonnant que je me sois moi-même emporté. J'en ai discuté avec Jacob et nous avons pensé que le mieux à faire était que je quitte la maison pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé ses esprits. Pauvre tante, je suppose qu'elle n'avait plus toute sa tête. C'est ce qu'il semblerait, en effet. Merci, mademoiselle, de m'avoir si bien expliqué la situation.
Je fus un peu surpris de voir que Radnor nous attendait dans la rue. Je crois deviner ce que Freda vous a dit, déclara-t-il. C'était une fâcheuse histoire, fort embarrassante pour moi, comme vous pouvez l'imaginer. Inutile de vous dire que je n'y suis pour rien. Au début, cela m'a fait plaisir parce que je m'imaginais que la vieille femme cherchait à me faciliter les choses auprès de Freda. Tout cela semblait absurde et extrêmement déplaisant. Quand comptez-vous vous marier, Miss Stanton et vous? Très bientôt, je l'espère, monsieur Poirot. Je vais être franc avec vous. J'en sais un peu plus long que Freda. Elle croit son oncle innocent. Moi, je n'en suis pas si sûr. Mais je puis vous dire une chose, je n'irai pas raconter ce que je sais. Inutile de réveiller le chat qui dort. Je ne tiens pas à voir l'oncle de ma femme jugé et pendu pour meurtre. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai entendu parler de vous, et je sais que vous êtes un homme astucieux. Il se peut que vous découvriez des preuves de sa culpabilité. Mais je vous le demande, à quoi cela servirait-il? On ne peut plus rien pour la pauvre femme, et elle aurait été la dernière personne à vouloir le scandale. À cette seule idée, elle se retournerait dans sa tombe. Vous avez sans doute raison sur ce point. Vous voulez donc que je garde le silence? C'est cela, oui. J'avoue franchement que c'est un point de vue égoïste. Mais j'ai ma vie à faire et ma petite boutique de tailleur commence à bien marcher. La plupart d'entre nous sommes des égoïstes, monsieur Radnor, mais nous ne sommes pas tous prêts à l'admettre aussi facilement. Je ferai ce que vous me demandez, mais je vous le dis franchement, vous ne parviendrez pas à étouffer l'affaire. Pourquoi donc? Poirot leva un doigt. C'était un jour de marché, et nous étions justement à proximité du marché ouvert, d'où s'échappait un bourdonnement confus. La voix du peuple, voilà pourquoi, monsieur Radnor. Bon, à présent, nous devons courir, si nous ne voulons pas manquer notre train. Très intéressant, ne trouvez-vous pas, Hastings? Demanda Poirot tandis que le train quittait la gare. Il avait sorti un petit peigne de sa poche, ainsi qu'une glace microscopique, et il peignait soigneusement ses moustaches, dont la symétrie avait été légèrement dérangée par notre folle course. C'est peut-être votre avis, répondis-je maussade, mais pour moi, tout cela est plutôt sordide et désagréable. Il n'y a même aucun mystère. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas le moindre mystère. Je suppose que nous devons croire l'histoire extraordinaire que nous avait racontée la jeune fille à propos de la toquade de sa tante. Pour ma part, c'est le seul point qui me laisse perplexe. Cette femme avait l'air si respectable. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, c'est une chose tout à fait courante. Si vous lisez attentivement les journaux, vous verrez qu'il arrive souvent qu'une femme respectable de cet âge quitte son mari après 20 ans de mariage et abandonne parfois même de nombreux enfants pour unir sa vie à celle d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Vous admirez les femmes, Hastings. Vous vous prosternez devant toutes, celles qui sont jolies et ont le bon goût de vous sourire, mais vous n'entendez absolument rien à la psychologie féminine. À l'automne de sa vie, arrive toujours un moment de folie où une femme aspire à vivre une aventure romanesque avant qu'il ne soit trop tard. Et elle ne fait certainement pas exception à la règle, parce qu'elle est l'épouse d'un respectable dentiste de province. Et vous pensez qu'un homme intelligent peut profiter d'un tel moment? Je ne trouve pas Pengele si intelligent. Il a toute la ville sur le dos. Et cependant, je trouve que vous avez raison. Les deux seuls à savoir quelque chose, Radnor et le docteur, veulent tous deux étouffer l'affaire. Il a tout de même réussi cela. J'aurais bien aimé le voir, ce type. Rien ne vous en empêche. Retournez là-bas par le premier train et inventez-vous une arche dedans. Je dévisageai Poirot avec attention. J'aimerais bien savoir ce que vous trouvez de si intéressant dans cette affaire. Mon intérêt a été éveillé par une réflexion très juste de votre part, Hastings. Après notre entretien avec la domestique, vous avez remarqué que pour quelqu'un qui ne devait rien dire, elle nous en avait trop dit. Ah, m'exclamai-je d'un air sceptique avant de revenir à ma première critique. Mais je me demande bien pourquoi vous n'avez pas essayé de voir Pengele. Mon ami, je lui donne tout juste 3 mois. Après cela, je le verrai pendant aussi longtemps que je voudrai, dans le box des accusés. Pour une fois, je pensais que les pronostics de Poirot se révéleraient inexacts. Le temps passait, et il n'y avait aucune nouvelle. D'autres affaires nous occupaient et j'avais presque oublié cette malheureuse histoire lorsqu'un entrefilet dans le journal, disant que le ministère de l'Intérieur avait donné l'ordre d'exhumer le corps de madame Pengele, vint me le rappeler. Quelques jours plus tard, on ne parlait plus dans les journaux que du mystère des Cornouailles.
Apparemment, la rumeur ne s'était jamais éteinte, et lorsqu'avaient été annoncées les fiançailles du veuf avec Miss Marks, sa secrétaire, les bavardages avaient repris de plus belle. Finalement, les habitants de la ville avaient envoyé une pétition au ministère de l'Intérieur, et le corps avait été exhumé. On y avait découvert une importante quantité d'arsenic. Monsieur Pengele avait été arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Poirot et moi allâmes assister à l'instruction. Les témoignages furent tels qu'on aurait pu s'y attendre. Le docteur Adams reconnut que les symptômes d'un empoisonnement à l'arsenic pouvaient être confondus avec celles d'une gastrite. L'expert du ministère de l'Intérieur fit part de ses conclusions. La domestique, Jessie, donna avec volubilité une foule de renseignements dont la plupart furent rejetés, mais qui renforcèrent néanmoins les présomptions qui pesaient sur le prévenu. Freda Stanton témoigna que sa tante se sentait plus mal à chaque fois qu'elle mangeait des aliments préparés par son mari. Jacob Radnor raconta comment il était arrivé à l'improviste le jour de la mort de madame Pengele et avait surpris Pengele en train de replacer le flacon de désherbant sur l'étagère de l'office, alors que l'assiette de madame Pengele se trouvait sur la table à proximité. Puis ce fut au tour de Miss Marks, la blonde secrétaire, d'être appelée à la barre. Elle fondit en larmes et reconnut qu'elle et son employeur avaient eu des relations amoureuses, et qu'il lui avait promis de l'épouser s'il arrivait un jour quelque chose à sa femme. Pengele réserva sa défense, et il fut renvoyé devant la cour d'assises. Jacob Radnor nous raccompagna à pied jusqu'à notre hôtel. Voyez-vous, monsieur Radnor, lui dit Poirot, j'avais raison. La voix du peuple a parlé, et avec assurance. Il était écrit que cette affaire ne pourrait pas être étouffée. Vous avez raison, en effet, soupira Radnor. Pensez-vous qu'il ait une chance de s'en tirer? Ma foi, il a réservé sa défense. Peut-être a-t-il quelques révélations à faire. Entrez avec nous, voulez-vous? Radnor accepta l'invitation. Je commandai 2 whisky et un chocolat chaud. Cette dernière commande provoqua une certaine consternation chez le serveur, et je doutais fort que Poirot se vît jamais servir son chocolat. Bien sûr, poursuivit ce dernier, j'ai une grande expérience de ce genre d'affaires. Je ne vois qu'une seule issue pour notre ami. Laquelle? Que vous signiez ce papier. Avec la rapidité d'un prestidigitateur, il fit apparaître une feuille de papier écrite. Qu'est-ce que c'est? Lui demanda Radnor. Une confession selon laquelle vous reconnaissez avoir tué madame Pengele. Il y eut un instant de silence, puis Radnor éclata de rire. Vous êtes fou? Non, non, mon ami, je ne suis pas fou. Vous êtes venu vous installer ici. Vous avez monté une petite affaire, mais vous manquiez d'argent. Monsieur Pengele était riche. Vous avez rencontré sa nièce, et vous avez eu l'air de lui plaire. Mais la petite rente qu'il aurait pu lui servir après son mariage ne vous suffisait pas. Il vous fallait vous débarrasser de l'oncle et de la tante. Alors la jeune fille hériterait de tout l'argent, puisqu'elle était leur seule parente. Comme vous vous y êtes bien pris, vous avez fait la cour à cette quinquagénaire sans méfiance, jusqu'à ce qu'elle soit devenue votre esclave. Vous avez fait naître dans son esprit des soupçons sur son mari. Elle a découvert tout d'abord qu'il l'a trompée, puis vous l'avez convaincue qu'il cherchait à l'empoisonner. Vous étiez souvent fourré chez elle. Il vous était très facile de mettre vous-même de l'arsenic dans sa nourriture, mais vous preniez soin de ne jamais le faire quand son mari était absent. Étant femme, elle n'a pas gardé ses soupçons pour elle. Elle en a parlé à sa nièce, et sans doute aussi à des amis. La seule difficulté pour vous consistait à entretenir des rapports avec les 2 femmes séparément. Et même cela n'était pas si difficile qu'on pourrait le croire. Vous expliquiez à la tante que pour ne point éveiller les soupçons de son mari, vous devriez faire semblant de courtiser sa nièce. Quant à celle-ci, il ne fallait pas grand-chose pour la convaincre. Elle n'aurait jamais considéré sérieusement sa tante comme une rivale. Mais madame Pengele s'est décidée de venir me trouver. Si elle pouvait obtenir la certitude que son mari cherchait à l'empoisonner, elle se sentirait le droit de le quitter et d'unir sa vie à la vôtre, ce qu'elle pensait que vous attendiez d'elle. Mais cela ne vous arrangeait pas du tout. Vous ne vouliez pas d'un détective au milieu. C'est alors que se présente le moment propice. Vous vous trouvez là, quand M. Pengele prépare une assiette de potage pour sa femme, et vous y introduisez une dose mortelle de poison. Le reste est assez simple. Apparemment soucieux d'étouffer le scandale, vous jetez au contraire insidieusement le trouble dans les esprits. Seulement voilà, c'était compté sans Hercule Poirot, mon jeune ami.
Radnor était d'une pâleur mortelle, mais il s'efforçait encore de le prendre de haut. Très intéressant et ingénieux, mais pourquoi me raconter tout cela? Parce que, monsieur, je représente non pas la loi, mais madame Pengele. Par égard pour elle, je vous donne une chance de vous enfuir. Signez ce papier et vous aurez 24 heures d'avance. 24 heures avant que je ne le remette entre la main de la police. Radnor hésitait. Vous n'avez aucune preuve? Non, je suis Hercule Poirot, ne l'oubliez pas. Regardez par la fenêtre, monsieur. Il y a 2 hommes dans la rue. Ils ont l'ordre de ne pas vous perdre de vue. Radnor s'approcha à grands pas de la fenêtre et écarta légèrement l'un des stores. Il recula avec un juron. Vous voyez, monsieur, signez. C'est votre seule chance. Quelle garantie ai-je? Que je tiendrai ma promesse? La parole d'Hercule Poirot, tout simplement. Alors, vous signez? Bien. Hastings, veuillez être assez aimable pour remonter la moitié de le store de gauche. C'est le signal pour nos 2 hommes qu'ils peuvent laisser partir M. Radnor sans le molester. Blanc de rage, Radnor se précipita hors de la pièce en jurant à voix basse. Poirot hocha doucement la tête. Un poltron, je le savais. Il me semble, Poirot, que vous avez agi d'une façon inadmissible, m'écriai-je furieux. Vous dites toujours qu'il ne faut pas faire de sentiments, et voilà que vous laissez échapper un dangereux criminel par pure sensiblerie. Ce n'était pas de la sensiblerie, c'était du bon sens, répliqua Poirot. Ne voyez-vous pas, mon ami, que nous n'avons pas l'ombre d'une preuve contre lui? Vais-je me dresser devant 12 solides cornoyers et leur dire que moi, Hercule Poirot, je sais la vérité? Ils me riraient au nez. La seule chance que nous avions était de lui faire peur et d'obtenir une confession de cette façon. Ces 2 badauds que j'avais remarqués au dehors se sont trouvés là au bon moment. Redescendez le store, Hastings, voulez-vous? Il n'y avait en fait aucune raison de le remonter, cela faisait partie de ma petite mise en scène. Bien, bien, à présent, nous devons tenir notre promesse. 24 heures, ai-je dit? Un jour de plus pour ce pauvre monsieur Pengele. Mais au fond, il ne l'a pas volé, car souvenez-vous, il a trompé sa femme. Je suis un ardent défenseur de la vie de famille, comme vous le savez. Ah, ma foi, 24 heures, et après ça, j'ai une très grande confiance en Scotland Yard. Ils retrouveront Radnor, mon ami. Ils le retrouveront. Fin. L'histoire s'intitule L'affaire du bal de la Victoire. C'est par un hasard que mon ami Hercule Poirot, ancien chef de la police belge, se trouva mêlé à l'affaire Styles. Le brio avec lequel il l'éclaircit assit sa renommée, et il décida de se consacrer dès lors à l'investigation d'affaires criminelles. Quant à moi, après avoir été blessé sur la Somme et réformé, je m'étais finalement installé avec lui à Londres, étant donné que je connaissais parfaitement la plupart des affaires dont il s'est occupé. On m'a demandé d'en choisir quelques-unes parmi les plus intéressantes et d'en faire le récit. Je me dois donc, à mon avis, de commencer par cette étrange énigme qui suscita tant l'intérêt à l'époque. Je veux parler de l'affaire du bal de la Victoire. Bien qu'elle ne démontre pas les méthodes très particulières de Poirot, aussi bien que certaines autres affaires moins connues, ces circonstances extraordinaires, la notoriété des personnes impliquées et la publicité à laquelle elle eut droit dans la presse en font une cause célèbre. Et ce n'est que justice, semble-t-il, de faire enfin savoir au monde entier que c'est Hercule Poirot qui l'a démêlé. C'était une belle matinée de printemps et nous nous trouvions dans ses appartements. Comme toujours, tiré à 4 épingles, sa tête en forme d'œuf, penchée sur le côté, il appliquait sur sa moustache une nouvelle pommade. Il faut dire que l'un de ses traits de caractère dominants est une certaine vanité, qui va de pair avec son amour de l'ordre et de la méthode. Le Daily Newsmonger que je venais de parcourir avait glissé à terre et j'étais plongé dans une profonde méditation lorsque la voix de Poirot parvint à mes oreilles. « Qu'est-ce qui vous rend si pensif, mon ami ?» À vrai dire, je m'interrogeais sur cette incroyable affaire du bal de la Victoire. Les journaux ne parlent que de ça, dis-je en tapotant du doigt celui que je tenais encore en main. Ah oui? Plus on lit de commentaires sur ce qui s'est passé, plus cela paraît mystérieux. Je m'animais peu à peu. Qui a tué Lord Cronshaw? La mort de Coco Courtenay, la même nuit, était-elle une simple coïncidence? Était-ce un accident? Ou a-t-elle pris délibérément une dose massive de coco? Je me tue un instant avant d'ajouter d'un ton théâtral. Voilà les questions que je me pose.
Poirot ne réagit même pas, ce qui m'agaça quelque peu. Tout en se contemplant dans la glace, il se contenta de murmurer. Décidément, cette nouvelle pommade fait des merveilles pour mes moustaches. Surprenant alors mon regard, il se hâta d'ajouter. Vraiment? Et avez-vous trouvé des réponses à vos questions? Avant que je n'ai pu répondre quoi que ce soit, la porte s'ouvrit et notre logeuse annonça l'inspecteur Japp. L'inspecteur de Scotland Yard était un vieil ami, et nous l'accueillîmes avec chaleur. Ah, mon cher Japp, s'exclama Poirot. Quel banc vous emmène? Ma foi, Poirot, répondit Japp en s'asseyant et en me saluant d'un petit signe de tête. Je suis chargé d'une affaire qui est, à mon avis, tout à fait dans vos cordes. Et je suis venu vous demander si cela vous intéresserait de participer à l'enquête. Poirot avait une bonne opinion des compétences de Japp, bien qu'il déplorât son manque de méthode. Pour ma part, j'estimais que le plus grand talent de Japp était son art subtil de demander une faveur, tout en ayant l'air de l'accorder. Il s'agit de l'affaire du bal de la Victoire, précisa-t-il, d'un ton persuasif. Allons, je suis bien sûr que vous aimeriez vous en occuper. Poirot se tourna vers moi avec un sourire. Cela plaira en tout cas à Hastings. Il était justement en train de disserter sur ce sujet, n'est-ce pas, mon ami? Eh bien, me dit Japp d'un air condescendant, vous en serez vous aussi. Croyez-moi, il y a de quoi être fier de connaître les dessous d'une affaire comme celle-là. Bon, venons-en en fait. Vous savez sans aucun doute ce qui s'est passé, Poirot. Seulement par les journaux et l'imagination des journalistes leur fait parfois déformer la vérité. Racontez-moi plutôt toute l'histoire vous-même. Japp croisa les jambes pour s'installer plus confortablement. Puis il commença son récit. Comme tout le monde le sait, mardi dernier a eu le grand bal de la Victoire. De nos jours, la moindre sauterie a droit à cette appellation. Mais celui-là, c'était le vrai, organisé au Colossus Hall et réunissant le tout Londres, y compris Lord Cronshaw et ses amis. Son dossier? Demanda machinalement Poirot, disons plutôt sa biographie. Le vicomte Cronshaw était le 5e du titre. Il avait 25 ans, était riche, célibataire, et adorait le monde du spectacle. Le bruit courait qu'il était fiancé avec Miss Courtenay, une jeune comédienne du théâtre, Albany surnommée Coco, par ses amis, et absolument fascinante, au dire de tout le monde. Bien, continuez. Le petit groupe de Lord Cronshaw se composait de 6 personnes. Lui-même, son oncle, l'honorable Eustache Beltane, une jolie veuve américaine, Madame Malaby, un jeune acteur, Chris Davidson, son épouse, et enfin, Miss Coco Courtenay. C'était un bal masqué, comme vous le savez, et Cronshaw et ses amis incarnaient des personnages de l'ancienne comédie italienne. J'ignore au juste ce que c'est. La commedia dell'arte, murmura Poirot. Quoi qu'il en soit, les costumes ont été copiés sur une série de figurines en porcelaine faisant partie de la collection d'Eustache Beltane. Lord Cronshaw incarnait Harlequin, M. Beltane Polichinelle, Madame Malaby son pendant Pulcinella, les Davidson Pierrot et Pierrette, et Miss Courtenay bien sûr Colombine. Dès le début de la soirée, manifestement quelque chose n'allait pas. Lord Cronshaw était d'humeur maussade et avait un comportement étrange. Lorsque le petit groupe s'est retrouvé pour le souper, dans une petite salle privée réservée par Lord Cronshaw, tous ont remarqué que Miss Courtenay et lui ne s'adressaient plus la parole. De toute évidence, la jeune femme avait pleuré et elle semblait à 2 doigts de la crise de nerfs. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère plutôt gênée. Et le moment venu de quitter la salle à manger, Miss Courtenay a demandé à haute voix à Chris Davidson de la raccompagner chez elle, disant qu'elle en avait assez de ce bal. Le jeune acteur s'est tourné, d'un air hésitant, vers Lord Cronshaw, et les a finalement retenus tous les deux dans la pièce. Cependant, ses efforts pour les réconcilier n'ayant servi à rien, il s'est décidé à appeler un taxi et à raccompagner Miss Courtenay, qui était alors en larmes, à son appartement. Bien qu'apparemment dans tous ses états, elle ne lui a fait aucune confidence, mais s'est contentée de répéter inlassablement que le vieux Cronshaw le regretterait. C'est la seule chose qui nous permette de penser que sa mort n'était peut-être pas un accident. Mais cet indice est un peu maigre. Lorsque Davidson est enfin parvenu à la calmer un peu, il était trop tard pour qu'il retourne au Colossus Hall. Il est donc rentré directement à son appartement de Chelsea, où sa femme est arrivée peu de temps après, et lui a fait part de la terrible tragédie qui avait eu lieu après son départ. À ce qu'il semble, l'humeur de Lord Cronshaw n'avait fait qu'empirer. Il était resté à l'écart de son groupe et ne l'avait pratiquement plus vu de la soirée. Il était environ 1h30 du matin, juste avant le grand cotillon pour lequel tout le monde enlève son masque, quand le capitaine Digby,
Un camarade d'un régiment qui connaissait son déguisement l'a aperçu debout dans une loge, contemplant la scène, et l'a interpellé. « Hé, Crunch, descends de ton perchoir et montre-toi un peu sociable. Pourquoi diable fais-tu cette tête? Allez, viens, on va bien s'amuser. »« D'accord, lui a répondu Cruncho. Attends-moi, sinon je te retrouverai jamais dans la foule. » Tout en parlant, il a fait demi-tour et a quitté la loge. Le capitaine Digby, qui était en compagnie de madame Davidson, l'a attendu. Mais les minutes passées et Lord Cruncho n'apparaissait toujours pas. Digby a commencé alors à s'impatienter. « Et il ne croit tout de même pas que nous allons l'attendre toute la nuit. » Lorsque madame Malaby les a rejoints, ils ont expliqué la situation et elle s'est exclamée. « Il est vraiment d'une humeur massacrante ce soir. Nous allons l'obliger à se joindre à nous. » Tous trois se sont donc mis à sa recherche, mais en vain. Jusqu'au moment où la jolie veuve a songé qu'il était peut-être dans la petite salle où ils avaient soupé. Ils s'y sont rendus aussitôt pour y découvrir un horrible spectacle. Harlequin était bien là, mais étendu à terre, un couteau de table planté dans le cœur. Jap se tut, et Poirot hocha la tête avant de déclarer avec la délectation du connaisseur: « Une belle affaire, en effet, et rien ne pouvait laisser deviner l'identité de l'assassin. Non, bien sûr. Vous connaissez la suite, poursuivit Jap. Cela s'est soldé par une double tragédie. Le lendemain, on en parlait dans tous les journaux, et un court entrefilé annonçait que Miss Courtenay, la célèbre actrice, avait été trouvée morte dans son lit, et que sa mort était due à une absorption massive de coco. Accident ou suicide? C'est la question qu'on se pose. Sa femme de chambre, qui a été appelée à témoigner, a reconnu que Miss Courtenay prenait régulièrement de la coco, et l'on a conclu à une mort accidentelle. Toutefois, nous ne pouvons pas éliminer l'hypothèse qu'elle se soit ôté la vie. Sa mort est d'autant plus regrettable que nous n'avons plus aucun moyen à présent de savoir quelle était la cause de sa dispute de la veille au soir avec Lord Cruncho. Au fait, on a retrouvé sur le corps du jeune homme une petite boîte en émail, au couvercle incrusté de diamants, formant le nom de Coco. Elle était à moitié pleine de coco. La femme de chambre de Miss Courtenay l'a identifiée comme appartenant à sa maîtresse, qu'il avait presque toujours sur elle, car elle contenait la substance dont elle devenait chaque jour un peu plus l'esclave. Lord Cruncho était-il lui-même un adepte? Loin de là, il avait des idées extrêmement sévères sur la question. Poirot hocha la tête d'un air pensif. Cependant, étant donné que la boîte était en sa possession, il savait que Miss Courtenay prenait cette substance. C'est une indication précieuse, n'est-ce pas, mon cher Jap? Fit l'inspecteur d'un ton plutôt vague qui me fit sourire. Enfin, voilà l'exposé de l'affaire. Qu'en pensez-vous? Vous n'avez découvert aucun indice dont il n'ait pas été fait mention dans les journaux? Si, celui-ci. Jap sortit un petit objet de sa poche et le tendit à Poirot. C'était un pompon de soie vert émeraude, effiloché à la base, comme si on l'avait arraché un vêtement. Nous l'avons trouvé dans la main du mort, expliqua Jap. Il le serrait très fort entre ses doigts. Poirot lui rendit le pompon, sans aucun commentaire. Lord Cruncho avait-il des ennemis? Pas pour autant qu'on le sache. Il semblait même être populaire. À qui profite sa mort? Son oncle, l'honorable Eustache Beltane, hérite de son titre et de ses biens. Il y a d'ailleurs une ou deux raisons de le soupçonner. Plusieurs personnes ont déclaré avoir entendu une violente altercation dans la petite salle à manger et avoir reconnu la voix d'Eustache Beltane. Voyez-vous, le fait que l'arme du crime soit un couteau de table permet de penser que le meurtre a été commis dans le feu d'une dispute. Que dit M. Beltane de l'incident? Qu'un des serviteurs avait trop bu et qu'il était en fait en train de le semoncer vertement. Il a ajouté qu'il était alors plus près d'1 heure du matin que d'1 heure et demie. Or, dans sa déposition, le capitaine Digby a indiqué 1 heure assez précise et il ne se serait écoulé que 10 minutes entre le moment où il a interpellé Cruncho et la découverte du corps. En tout cas, je suppose qu'étant déguisé en polichinelle, M. Beltane avait une bosse dans le dos et une fraise autour du cou. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblaient les costumes, répondit Jap en dévisageant Poirot avec curiosité. Et d'ailleurs, je ne vois pas bien quel rapport cela peut avoir. Non? Le sourire de Poirot était un rien moqueur. Il poursuivit d'un ton posé, tandis qu'une lueur verte que je connaissais bien éclairait son regard. N'y avait-il pas une tenture dans la petite salle à manger? Si, mais... Et derrière, un espace suffisant pour servir de cachette à un homme? Oui, en effet. Il y a un petit renfoncement.
Mais comment le saviez-vous? Vous n'y êtes pas allé, Poirot. Non, mon bon Japp, cette tenture, je l'ai simplement imaginée, car sans elle, ce meurtre n'est pas concevable. Il faut toujours rester dans la limite du concevable. Mais dites-moi, n'ont-ils pas appelé un médecin? Si, bien sûr, tout de suite, mais il n'y avait plus rien à faire, la mort avait été instantanée. Poirot hocha la tête avec impatience. Oui, oui, je comprends, mais ce médecin a certainement témoigné lors de l'enquête judiciaire. Oui. N'a-t-il pas parlé de symptômes bizarres? N'a-t-il rien remarqué d'anormal quand il a examiné le corps? Japp regarda Poirot d'un air perplexe. Si, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais il a en effet mentionné une certaine raideur des membres qu'il lui était impossible d'expliquer. Ah ah, dit Poirot. Mon Dieu, Japp, cela donne à réfléchir, vous ne trouvez pas? L'inspecteur n'en semblait pas très convaincu. Si vous pensez à du poison, qui diable aurait l'idée d'empoisonner d'abord quelqu'un avant de lui planter un couteau dans le ventre? J'avoue que ce serait un peu ridicule, admit Poirot d'un ton placide. Bon, y a-t-il quoi que ce soit que vous voudriez voir? Peut-être aimeriez-vous jeter un coup d'œil dans la pièce où on a trouvé le corps? Inutile, répondit Poirot avec un geste de refus. Vous m'avez donné la seule indication qui m'intéresse. L'opinion qu'avait Lord Crunchow sur la coco. Il n'y a donc rien que vous souhaitiez voir? Si, une chose. Laquelle? Les figurines en porcelaine qui ont servi de modèle pour les costumes. Jack considéra Poirot avec étonnement. Vous êtes vraiment un drôle de numéro. Vous est-il possible d'arranger ça? Vous pouvez venir à Berkeley Square maintenant, si vous le désirez. Monsieur Beltane, monsieur le vicomte devrais-je dire à présent, n'y verra certainement aucun inconvénient. Nous prîmes aussitôt un taxi. Le nouveau Lord Crunchow n'était pas chez lui, mais à la demande de Japp, on nous conduisit dans le salon des porcelaines, où étaient exposés les joyaux de la collection. Japp jeta un regard désemparé autour de lui. Je ne vois pas comment vous allez faire pour trouver celle qui vous intéresse. Mais Poirot avait déjà approché une chaise de la cheminée et monté au-dessus avec l'agilité des lutins. Au-dessus du miroir qui ornait le manteau, seul sur une petite étagère se dressaient 6 statuettes en porcelaine. Poirot les examina attentivement en faisant quelques commentaires à notre attention. Les voilà les personnages de la comédie italienne. 3 couples, Harlequin et Colombine, Pierrot et Pierrette, élégants en vert et blanc, et Polichinelle et Pulcinella. En mauve et jaune. Très compliqué le costume de Polichinelle. Des ruchers, des volants, une bosse, une bicorne. Oui, très compliqué comme je le pensais. Poirot remit soigneusement les statuettes en place. Puis il sauta à bas de la chaise. Japp paraissait insatisfait, mais comme mon ami n'avait manifestement pas l'intention de lui expliquer quoi que ce soit, l'inspecteur fit aussi bonne figure qu'il le pouvait. Au moment où nous nous apprêtions à partir, le maître de maison arriva et Japp fit les présentations. Le 6e vicomte de Crunchow était un homme d'une 50aine d'années, au ton suave et au beau visage marqué par des années de vie dissolues. Un vieux roué aux manières affectées. Dès le premier abord, il me déplut. Il nous salua assez gracieusement, déclarant qu'il avait beaucoup entendu parler des talents de Poirot et qu'il se mettait à notre entière disposition. La police fait tout ce qu'elle peut, je le sais, affirma Poirot. Mais je crains fort que le mystère de la mort de mon neveu ne soit jamais éclairci. Tout cela paraît si invraisemblable. Poirot le dévisageait avec attention. Votre neveu n'avait pas d'ennemi à votre connaissance. Aucun, j'en suis sûr. Le vicomte se tut un instant avant d'ajouter. Si vous souhaitez me poser d'autres questions. Une seule, répondit Poirot d'une voix grave. Les costumes. Était-ce la reproduction exacte de ceux de vos statuettes? Jusque dans le moindre détail. Merci, milord, c'est tout ce dont je voulais m'assurer. Je vous souhaite le bonjour. Que voulez-vous faire à présent? Demanda Japp, tandis que nous descendions la rue à grands pas. Il faut que je retourne au yard, vous savez. Bien, dans ce cas, je ne vous retiendrai pas. Je n'ai plus qu'une dernière chose à faire. Après cela... Oui, mon enquête sera terminée. Quoi? Vous ne parlez pas sérieusement, vous savez qui a tué Lord Crunchow? Parfaitement. Qui est-ce? Eustache Beltane? Allons, mon ami, vous connaissez mes petites faiblesses, je tiens toujours à garder mes découvertes secrètes, jusqu'à la dernière minute. Mais ne craignez rien, je vous révélerai tout, le moment venu. Je vous laisserai tout le mérite de l'enquête, et cette affaire sera la vôtre, à condition que vous-même me laissiez en mener le dénouement à ma manière. D'accord, enfin, supposez qu'il y ait un dénouement. Mais vous êtes vraiment très mystérieux, hein? Cette remarque fit sourire Poirot. Bon, à bientôt, je retourne au yard.
Job s'éloigna et Poirot héla un taxi. « Où allons-nous maintenant » lui demandai-je plein de curiosité. « À Chelsea, voir les Davidson. » Il donna l'adresse au chauffeur de taxi. « Que pensez-vous du nouveau Lord Cronshaw, m'enquis-je. Et qu'en dit mon bon ami Hastings ? Je me méfie de lui d'instinct. Vous pensez que c'est le méchant oncle des livres d'histoire, c'est ça ? Pas vous ? Moi, je trouve qu'il s'est montré très aimable avec nous, répondit Poirot, avec une prudente réserve. Parce qu'il avait ses raisons. Poirot me jeta un coup d'œil, secoua la tête avec tristesse et murmura quelque chose qui ressemblait à aucune méthode. Les Davidson vivaient au 3e étage d'un hôtel particulier, divisé en appartements. M. Davidson était sorti, nous dit-on, mais Madame Davidson était là. On nous fit entrer dans une longue pièce basse de plafond, dont les murs étaient tapissés de tentures orientales d'un luxe criard. L'air y était oppressant et empli d'un parfum d'encens suffocant. Madame Davidson nous rejoignit presque aussitôt. C'était une créature petite et blonde, dont la fragilité apparente eût été émouvante sans la lueur rusée et calculatrice qui brillait dans ses yeux bleu clair. Poirot lui exposa la raison de notre visite, et elle secoua la tête tristement. Pauvre Crunch, et pauvre Coco aussi. Nous avions tant d'affection pour elle, mon mari et moi, et sa mort nous a terriblement affligés. Que vouliez-vous me demander ? Dois-je vraiment reparler de cette horrible soirée ? Croyez-moi, madame, je ne voudrais pas vous tourmenter inutilement. L'inspecteur Japp m'a en fait dit tout ce que je désirais savoir. Je voudrais seulement voir le costume que vous portiez le soir du bal. La jeune femme parut quelque peu surprise et Poirot poursuivit d'une voix douce. Vous comprenez, madame, je travaille avec les méthodes de mon pays. Là-bas, nous procédons toujours à une reconstitution du crime. Il se peut même que je leur donne une véritable représentation. Auquel cas, vous comprendrez que les costumes ont une grande importance. Madame Davidson avait l'air encore plus sceptique. J'ai déjà entendu parler de reconstitution de crime, bien sûr, mais je ne savais pas que vous vous attachiez tant aux détails. Cependant, je vais aller vous chercher la robe. Elle quitta la pièce et revint presque aussitôt avec un élégant vêtement de satin blanc et vert. Poirot le lui prit des mains et l'examina un instant avant de le lui rendre en s'inclinant. « Merci, madame, je vois que vous avez malencontreusement perdu un de vos pompons verts, celui de l'épaule, là. Oui, il a été arraché pendant le bal, je l'ai ramassé, et je l'ai donné à ce pauvre Cronshaw, pour qu'il me le garde. Cela s'est passé après le souper? Oui. Peu de temps avant la tragédie, peut-être. Une légère inquiétude apparut dans les yeux pâles de madame Davidson, et elle répondit vivement. Oh non, bien avant, presque aussitôt après le souper, en fait. Je vois. Bon, ce sera tout. Je ne vous importunerai pas plus longtemps. Bonjour, madame. Voilà qui explique le mystère du pompon vert, dis-je, comme nous sortions de l'immeuble. Je me le demande. Pourquoi, que voulez-vous dire? Vous m'avez vu examiner la robe, Hastings. Oui. Eh bien, le pompon qui manquait n'a pas été arraché, comme l'a prétendu la jeune femme. Il a été décousu, mon ami, soigneusement décousu avec des ciseaux. Les fils qui dépassaient du tissu étaient tous de la même longueur. Eh bien, m'exclamai-je, cela se complique de plus en plus. Au contraire, répliqua Poirot d'un ton placide, c'est de plus en plus simple. Poirot, m'écriai-je, un de ces jours je vous tuerai. Votre manie de tout trouver parfaitement simple est des plus exaspérantes. Mais quand je vous l'explique, mon ami, c'est pas toujours parfaitement simple. Si, et c'est bien ce qui m'ennuie. J'ai alors le sentiment que j'aurais pu trouver la solution tout seul. Vous pourriez, Hastings, vous pourriez, si vous vous donniez seulement la peine de mettre de l'ordre dans vos idées. Sans méthode. Oui, oui, dis-je vivement, car je connaissais trop bien l'éloquence de Poirot lorsqu'il était lancé sur son sujet favori. Dites-moi, que faisons-nous maintenant? Allez-vous réellement procéder à une reconstitution du crime? Pas vraiment. Disons que la tragédie est finie, mais que je propose d'y ajouter une harlequinade. Poirot avait fixé au mardi soir suivant la mystérieuse représentation, dont les préparatifs m'intriguèrent beaucoup. Un grand écran blanc fut dressé d'un côté de la pièce et flanqué de lourds rideaux. Puis un homme se présenta avec du matériel d'éclairage, bientôt suivi d'un petit groupe de comédiens qui disparurent dans la chambre de Poirot, transformée temporairement en loge de théâtre. Japp arriva un peu avant 8 heures. D'humeur assez maussade, je compris que l'inspecteur n'approuvait guère le plan de Poirot. Un peu mélodramatique comme toutes ses idées, commenta-t-il. Mais cela ne peut pas faire de mal, il est même possible, comme il le dit, que cela nous simplifie la tâche.
Il a fait preuve d'une grande perspicacité dans cette affaire. J'étais sur la même piste, bien sûr. Je sentis instinctivement que Jack bluffait. Mais enfin, je lui ai promis de le laisser agir à sa guise. Ah, voilà le public. Le vicomte arriva le premier, en compagnie de madame Malaby, que je n'avais pas encore vue. C'était une jolie femme brune, elle paraissait assez nerveuse. Les Davidson suivirent. C'était aussi la première fois que je voyais Chris Davidson. Il était beau garçon, grand, brun, et avait la grâce et l'aisance d'un acteur confirmé. Poirot avait installé des sièges face à l'écran, qui était éclairé par les puissants projecteurs. Lorsque nous fûmes tous assis, il éteignit les autres lumières de façon à ce que le reste de la pièce fût plongé dans l'obscurité. Puis sa voix s'éleva dans la pénombre. « Mesdames, messieurs, un mot d'explication. 6 personnages que vous connaissez bien vont défiler tour à tour devant vous. Pierrot, Pierrette, Polichinelle, le bouffon, l'élégante Pulcinella, la gracieuse Colombine et Arlequin, l'esprit invisible pour l'homme. » Sur ces mots d'introduction, le spectacle commença. L'un après l'autre, chacun des personnages énumérés par Poirot bondit devant l'écran. Il resta un instant immobile, puis disparut. Lorsque la lumière revint, il eut un soupir de soulagement général. Pendant la représentation, les spectateurs étaient restés immobiles, tendus, dans l'attente d'on ne sait quel coup de théâtre. Pour ma part, je constatai que tout cela avait été inutile. Si l'assassin se trouvait parmi nous et si Poirot espérait qu'il s'effondrerait à la simple vue d'un personnage familier, son stratagème avait singulièrement échoué, comme je m'y attendais d'ailleurs. Cependant, mon ami n'avait pas du tout l'air déçu. Il s'avança rayonnant. « Maintenant, mesdames et messieurs, veuillez avoir l'amabilité de me dire chacun à votre tour ce que nous venons de voir. Voulez-vous commencer, milord ?» Le vicomte paraissait intrigué. « Je crains de n'avoir pas bien compris. Dites-moi simplement ce que nous venons de voir. » Eh bien, je dirais que nous avons vu défiler devant l'écran 6 personnages costumés, comme les personnages de la comédie italienne, ou, comme nous, l'autre soir. Laissons de côté l'autre soir, milord, intervint Poirot. La première partie de votre réponse est exactement celle que j'attendais. Madame, êtes-vous du même avis que Lord Crunchow? Tout en parlant, Poirot s'était tourné vers madame Malaby. Oui, bien sûr. Vous reconnaissez avoir vu 6 personnages incarnant des personnages de la comédie italienne? Oui, absolument. Vous aussi, monsieur Davidson? Oui. Madame? Oui. Hastings, Japp? Oui. Vous êtes tous d'accord? Son regard fit le tour de l'assemblée et une petite lueur verte s'y alluma. Et pourtant, vous êtes tous dans l'erreur. Vos yeux vous ont trompé, comme ils vous ont trompé le soir du bal de la Victoire. Voir avec ses yeux, comme on dit, n'est pas toujours voir ce qui est. Il faut aussi voir avec les yeux de l'esprit, se servir de sa matière grise. Sachez donc que ce soir, le soir du bal de la Victoire, ce n'est pas 6 personnes que vous avez vues, mais 5. Regardez. On éteignit de nouveau les lumières. Un personnage bondit alors devant l'écran. Pierrot. Qui est-ce? Demanda Poirot. Pierrot? Nous répondîmes tous sans cœur. Regardez encore. D'un mouvement rapide, l'acteur se débarrassa de son costume vague de Pierrot, et là, sous les feux des projecteurs, apparut Arlequin, dans son habit bariolé. Au même moment, on entendit un cri de rage et un fracas de chaises renversées. « Que le diable vous emporte » s'écria Davidson. « Bon sang! Comment avez-vous deviné ?» Suivirent le cliquetis des menottes et la voix calme de Japp qui déclarait avec autorité. « Christopher Davidson, je vous arrête, vous êtes accusé du meurtre du vicomte Crunchow. Tout ce que vous direz à partir de cet instant peut être retenu contre vous. » Un quart d'heure s'était écoulé. Un petit souper raffiné était apparu comme par enchantement, et Poirot, le visage rayonnant, régalait tout le monde tandis qu'il répondait à nos questions pressantes. C'était simple. Les circonstances dans lesquelles on a trouvé le pompon vert laissaient à penser qu'il avait été arraché au costume du meurtrier. J'ai éliminé Pierrette compte tenu de la force qu'il fallait pour enfoncer ainsi un couteau de table. Et j'en ai conclu que c'était Pierrot, l'assassin. Mais Pierrot avait quitté le bal près de 2 heures avant que le meurtre ne soit commis. Donc, ou bien il était revenu un peu plus tard pour tuer Lord Crunchow, ou bien il l'avait tué avant de partir. Était-ce impossible? Qui avait vu Lord Crunchow après le souper? Seulement madame Davidson. Mais je la soupçonnais d'avoir menti pour expliquer la disparition d'un des pompons de sa robe.
En fait, elle l'avait elle-même décousu pour remplacer celui qu'avait perdu son mari. Donc, l'arlequin qu'on a aperçu dans une loge à 1h30 ne pouvait être Lord Crunchow. Pendant un moment, au tout début, j'ai pensé que le coupable était peut-être M. Beltane, mais avec son costume compliqué, il lui était tout à fait impossible de jouer en même temps les rôles de Polichinelle et d'arlequin. Par contre, pour Davidson, qui avait à peu près la même stature que la victime et qui, en outre, est un acteur professionnel, c'était l'enfance de l'art. Cependant, une chose m'ennuyait. Un médecin ne pouvait pas manquer de noter la différence entre un homme mort depuis 2 heures et un homme mort depuis 10 minutes. En fait, le médecin l'a bel et bien noté. Mais quand on l'a conduit auprès du corps, on ne lui a pas demandé depuis combien de temps cet homme est-il mort. On l'a informé que le vicomte avait été vu encore en vie 10 minutes plus tôt. Lors de l'enquête judiciaire, il a donc simplement mentionné une raideur anormale des membres, qu'il était tout à fait incapable d'expliquer. Tout cela confirmait donc mon hypothèse. Davidson a tué Lord Crunchow tout de suite après le souper. Quand vous vous en souvenez, il l'a retenu dans la salle à manger. Ensuite, il est parti avec Miss Courtenay qu'il a laissée à la porte de son appartement, au lieu d'entrer avec elle et d'essayer de la calmer comme il l'a prétendu. Après quoi, il est revenu en toute hâte au Colossus, mais en tenue d'arlequin, et non de Pierrot. Simple transformation pour laquelle lui suffisait d'enlever son costume de dessus. L'oncle de la victime se pencha, l'air perplexe. Mais si c'est bien ce qui s'est passé, il a dû venir au bal avec l'intention de tuer mon neveu. Quelle raison pouvait-il avoir? Le mobile. C'est cela que je cherche à comprendre. Ah, nous en arrivons donc à la seconde tragédie, la mort de Miss Courtenay. Il y a un détail auquel personne n'a prêté attention. La mort de Miss Courtenay est due à l'absorption d'une dose massive de coco, mais sa réserve de coco se trouvait dans la boîte en émail qu'on a découvert dans le corps de Lord Crunchow. Où s'était-elle donc procuré la dose qui a causé sa mort? Une seule personne pouvait le lui avoir fourni, Davidson, et cela explique tout. Entre autres, son amitié avec les Davidson et le fait qu'elle ait demandé à Davidson de la raccompagner. Lord Crunchow, qui était un farouche adversaire de la toxicomanie, avait découvert qu'elle prenait de la coco et soupçonnait Davidson de la lui procurer. Ce dernier s'en est sans nul doute défendu, mais Lord Crunchow était bien décidé à faire avouer la vérité à Miss Courtenay lors du bal. Il pouvait pardonner sa faiblesse à la jeune femme, mais il serait sans pitié pour l'homme qui lui fournissait la coco et en tirer les bénéfices substantiels. Se sachant menacé de scandale et perdu, Davidson s'est donc rendu à la soirée avec la ferme intention d'obtenir le silence de Crunchow à tout prix. La mort de Courtenay était donc un accident. Je pense que c'était un accident savamment manigancé par Davidson. La jeune femme était furieuse contre Crunchow tout d'abord à cause des reproches qu'il avait dû lui faire et ensuite parce qu'il lui avait pris sa coco. Davidson l'a alors réapprovisionné et lui a probablement suggéré d'augmenter la dose pour défier le vieux Crunch. Une dernière précision, demandai-je. La tenture et le renfoncement dans le mur. Comment avez-vous deviné? Ça, mon ami, c'était le plus enfantin. Après le souper, les serveurs n'ont cessé d'aller et venir dans la petite salle. Toute évidence, le corps ne pouvait donc pas se trouver déjà là où on l'a découvert. Il devait par conséquent y avoir dans la pièce un endroit où le cacher. J'en ai déduit qu'il s'agissait vraisemblablement d'un renfoncement dissimulé par une tenture. Davidson y a traîné le corps et un peu plus tard, après avoir attiré l'attention sur lui dans la loge, il est venu le ressortir de sa cachette. Ensuite, il a définitivement quitté le Colossus Hall. Son plan était combiné d'une façon magistrale. Oui, c'est vraiment un garçon astucieux, déclara Poirot en conclusion. Cependant, dans ses yeux verts, je lus nettement cette pensée non formulée. Mais pas autant qu'Hercule Poirot. Fin.